Né à Cap-à-l'Aigle, Michel Tremblay quitte Charlevoix pour ses études à Rimouski, où il se fait élire sous la bannière libérale. Nommé adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales pendant 3 ans, il devient vice-président de l'Assemblée nationale en 1994. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour, M. Grant. Bienvenue à Mémoire de député. Je vous remercie de m'accueillir. Vous êtes né à Cap-à-l'Aigle dans Charlevoix et vos parents étaient aubergistes. Alors, comment c'est de grandir dans une auberge? Bien, c'est participer avec tes parents à la gestion, pas gestion, évidemment, à ce que les services soient bien rendus. Alors, c'est un peu, ça nous met à contribution comme jeunes, et moi, surtout pour l'entretien des bâtiments. Alors, faire la pelouse, un peu de jardinage, les fleurs, entretenir cela. Alors, c'est la contribution qu'on pouvait faire comme jeunes pour aider nos parents à avoir des revenus appropriés pour subvenir aux besoins de la famille, finalement. C'est un peu ça. Alors, nous avions cette contribution parce qu'il fallait aussi aider à la préparation des mets, accueillir des fraises ou des bleuets ou quelque chose du genre, apporter ça pour que les aubergistes puissent en profiter. C'est un peu ça le travail qu'on avait. Notre mère nous envoyait accueillir les fraises ou les bleuets ou encore d'autres, des légumes peut-être aussi, pour pouvoir préparer les plats qu'elle préparait. Ça, c'est souvent ma mère qui faisait ça. Avez-vous beaucoup d'enfants? Nous étions 8 dans la famille. C'est ça que je croyais, oui. 5 garçons, 3 filles. Ah, il y a beaucoup de main-d'œuvre. Oui, de la main-d'œuvre. Puis maintenant, on était aussi au préalable. L'acquisition de l'auberge s'est faite en 1938 ou 1939, je pense, avant la guerre. Et mon père, je pense, avait le problème, il avait le souci de garder ses fils sur la ferme pour éviter de les envoyer à la guerre. C'était un peu ça le dilemme que mon père avait, je présume. Et il a fait cette acquisition-là, de telle sorte que ça donnait de l'ouvrage à mes plus grands frères, évidemment, mon plus grand, le plus vieux, et la suite des autres, les autres. Alors, c'est un peu ça le dévouement, finalement, qu'on faisait de ce travail à la ferme et en même temps à l'auberge. Est-ce que votre famille a été politisée? Je vous dirais, nous étions dans moi, je me rappelle de l'époque de Maurice Duplessis, évidemment. Alors, nous étions pas nécessairement politisés, mais mon père s'occupait un peu de la municipalité. Il a été même élu maire une fois, mais le deuxième mandat, ça n'a pas passé parce qu'il avait installé un système d'aqueduc. C'était assez innovateur. À partir d'un lac qui était supérieur dans la hauteur, l'eau descendait par gravité, puis finalement, ça avait coûté des sous. Et de telle sorte que les citoyens n'ont pas renouvelé le mandat de mon père. Alors, il était malheureusement maire seulement pour un terme. Vous dites que votre père vous a permis d'un peu choisir votre avenir quand il avait de la pression de certains religieux pour... Ouais. Alors, vous savez, dans le temps, les frères, je pense que c'était les frères maristes, qui se promenaient un peu dans les paroisses et puis essayaient de faire du recrutement. Alors, toujours est-il qu'il y a 2 bons frères qui se présentent chez moi. Je me rappelle encore de l'événement, c'était certainement l'été. Je surveillais ça un peu de loin et questionnais mon père sur la possibilité de m'enrôler, si je peux m'exprimer ainsi, et de faire partie de leur communauté. Et moi, oui, je surveillais les conversations. Et pour faire une histoire un peu courte, mon père a dit à ses 2 bons frères, mes frères, si mon fils, si Michel dit non, c'est non. Alors moi, je me tapais des mains, alors c'était fini là. La discussion était finie, alors ils ont parti. Mais moi, j'aurais pas aimé que mon père dise oui, parce que ça veut dire que j'étais enrôlé à ce moment-là dans la communauté. Et Dieu sait que mon avenir aurait été différent. Alors, je remercie mon père d'avoir dit non.
vous avez étudié à l'Almalbé, et puis après ça, à Rimouski. Oui. Qu'est-ce que vous avez étudié? La technique du bâtiment. Je suis un technicien en formation professionnelle, moi. Alors, j'ai fait le cours technique au complet. Et après mon cours technique terminé, comme j'étais plus ou moins, c'est-à-dire intéressé par l'enseignement aussi, je suis allé travailler sur la Côte-Nord pendant une année comme dessinateur sur les chantiers de la construction, chantier de la Bréville, je crois, là, dans ce temps-là. Alors, entre-temps, il y avait un Monseigneur Gagnon, qui était directeur de l'école. Et le directeur des études m'avait recommandé pour devenir professeur. Alors, dans le département que j'avais laissé. Alors, toujours est-il, on dit très bien. On m'a fait un appel téléphonique me disant, Monsieur Tremblay, on a besoin de vous, on veut vous avoir comme professeur. Mais comme je gagnais 4 200 $ pour la compagnie Dufresne, moi, je dis très bien, mais vous m'offrez 2 600 $ pour une année. Alors, j'ai dit, je ne peux pas faire ce déplacement-là. Et Monseigneur m'a dit bien gentiment, si vous acceptez notre offre, nous allons vous donner 500 $ en argent si vous acceptez. Alors, je est-il que j'ai accepté le défi. Je suis ramené sur le côté sud, dans mon institution. Et à mon retour, j'ai bien réclamé mon 500 $ de Monseigneur Gagnon. Et Monseigneur, je me rappelle trop bien, le mois de novembre, parce que 2 600 $, c'était pas par année, c'était pas beaucoup d'argent, là. Alors, je me suis présenté au bureau de Monseigneur Gagnon, il a mis dans sa poche, il m'en est sorti 5 billets de 100 $, il dit, voici, M. Tremblay, je respecte mon engagement. Alors, c'est pour vous montrer dans le temps comment ça se passait. Mais oui. Mais vous avez enseigné pendant 13 ans, là. Oui, oui. Et après, vous êtes devenu un spécialiste en sciences de l'éducation pour le ministère de l'Éducation. Et quel défi avait-il dans cet emploi? Bien, le défi, c'était... Je m'occupais de l'enseignement professionnel, alors de l'institution où j'étais. Et on voulait avoir des agents de développement économique. On voulait développer davantage les spécialités en enseignement professionnel. Alors, il y avait un poste d'ouvert au ministère de l'Éducation à Rimouski, au bureau régional. Alors, j'ai accepté cette offre-là, mais on m'a donné pour une année 1 500 $ de plus. Alors, moi, dans cette offre, en 1970, c'était assez intéressant pour moi. Et je suis entré au ministère pour une période de 6 mois. Et le 6 mois a duré 8 ans. Alors, et là, j'ai monté tous les grades possibles. Et après ces 8 années-là, en retour, parce que j'organisais des stages en formation professionnelle en France pour 3 semaines. Oh. Alors, j'avais organisé tous les stages qui se produisaient dans l'Est du Québec. C'est moi qui étais le coordonnateur de ces stages-là. Et à mon retour du dernier stage, je suis un peu tanné. Alors, j'avais peut-être atteint le summum de possibilités, pas beaucoup de défis. Alors, j'ai dit à mon épouse, non, je lâche la job, je n'aime pas ça. Alors, j'ai démissionné. Mais entre-temps, je m'étais préparé mon terrain pour l'Association de la construction, parallèlement à ça. Et je suis devenu directeur général de l'Association de la construction de l'Est du Québec. Voilà. Mais vous avez quitté ce poste-là avant de devenir le directeur général de la compagnie Bétonag. Est-ce que le béton vous intéressait en particulier? Non, c'est pas ça. Oui, pas d'une façon particulière, mais comme j'étais dans l'association de la construction, je faisais du recrutement. Alors, je veux dire que je me présente à Rivière-du-Loup pour un entrepreneur, une personne, les Martineau, M. Martineau, qui venait de faire l'acquisition d'un plan de béton à Rimouski. Alors, moi, j'essaie de rentrer comme membre de l'association. Alors, ça coûtait, je crois, 150 $ par année pour devenir membre. Alors, j'ai dit, très bien. Alors, il dit, Monsieur Tremblay, je viens de faire l'acquisition de Rimouski Redemix. Nous cherchons un directeur général. Et pourriez-vous nous aider à trouver ce directeur général? Bon, j'ai dit, très bien, ça me fait plaisir. Mais 2 jours après, il m'appelle pour me dire, Monsieur Tremblay, ne cherchez plus. On a trouvé le directeur général, c'est vous. Ah bon, j'ai dit, je vous remercie de me le dire, c'est bon. Alors, il avait identifié pour un certain potentiel en moi. Alors là, j'ai commencé à négocier, vous savez ce que c'est. Alors, toujours est-il, je me suis laissé tenter par cette expérience et j'ai fait 5 ans. Mais parallèlement à cela, on m'empêchait, c'est-à-dire on me fournissait une automobile. Je parcourais le territoire de Rimouski, Rivière-du-Loup et Cabano.
Alors, c'était dans le comté quasiment de Rimouski. Alors, comme moi, j'avais un peu d'ambition pour faire de la politique, ça me permettait de circuler, mais en même temps de faire un peu de PR, si je peux m'exprimer, auprès des citoyens. Ah, c'est bien. Oui, ça m'a bien servi. En 78, Oui. vous avez perdu votre première élection municipale. Et en partie, c'est parce que vos adversaires vous ont accusé de ne pas être un vrai Rimousquois. Oui. Combien d'années doit-on rester là pour devenir un Rimousquois? Ouais, c'est un peu l'esprit du temps. Hein? Les vrais Rimousquois, ce sont des gens qui sont nés à Rimouski, et ainsi de suite. Alors, c'est une espèce d'appartenance. Le sentiment d'appartenance est très fort. Et moi, j'avais fait mes études à Rimouski. Alors, j'étais là depuis 1950, plus ou moins. Alors, j'avais 25 ans de résidence à Rimouski. Mais toujours une journaliste, Mme Morin, Lisette Morin, avait fait un petit titre dans le journal, comme de quoi que Michel Tremblay n'est pas un vrai Rimousquois. Le vrai Rimouskois, c'est M. Michaud, qui était un vieux citoyen de Rimouski, alors Philippe Michaud, sûrement. Alors, ça m'a pas aidé, mais ça m'a pas aidé, ça m'a pas nuit non plus dans ma campagne électorale. Mais j'ai perdu. J'ai perdu avec un bon pourcentage, parce que j'ai ramassé, je pense, 47 du vote, alors c'était pas si moral pour une première expérience comme candidat à la mairie de Rimouski. Mais vous avez parlé de votre intérêt pour la politique quand vous étiez chez Bétonègue, mais d'où vient cet intérêt politique? Avez-vous toujours été intéressé? Ben moi, je rapporte ça à mes études à l'école technique dans le temps. Un maître de salle, qu'on appelle ce qu'on avait des curés, les maîtres de salle, croyait-il que le directeur de la salle avait dit on va partir un concours pour élire un président de l'association des étudiants de l'école technique. Il y avait 350 élèves, plus ou moins. Alors, moi, je me présente comme candidat pour devenir le président. Et j'ai passé comme président. Alors, ça m'a intéressé. Mais l'année suivante, on a eu une autre élection. Et encore une fois, j'ai été élu. Alors, c'est un peu ça, à partir de cela, que mon intérêt pour, plus ou moins pour la politique, ou encore de l'élection, m'a donné le goût. Et c'est pour ça qu'en 78, je me suis rappelé un peu de cette expérience comme élève. Ben, j'ai dit pourquoi pas le faire pour la mairie. Alors, c'est un peu ça que j'ai fait. Mais en 80, vous vouliez devenir le candidat libéral dans Rimouski, mais provincial. Mais Claude Ryan préférait Georges Fafard et vous avez quand même essayé de gagner l'investiture. Croyez-vous vraiment pouvoir gagner? Bon, moi, c'est un peu d'entêtement. Remarquez bien, d'abord, je n'aimais pas que ma candidature ne soit pas retenue. Pourquoi pas? Voyons, on est en démocratie, là, pourquoi ne pas? Mais Claude Lorraine m'a fait poireauter une demi-heure à son bureau dans l'Assemblée nationale. C'est la première fois que je suis entré à l'Assemblée nationale, parce que moi, je connaissais pas l'Assemblée nationale, plus ou moins, en tout cas. Et j'ai eu une entrevue avec lui, très, très gentil. Vous savez, Claude Lorraine m'a écouté religieusement. Et pour me dire, ben vous savez, M. Tremblay, les citoyens ont déjà une préférence pour M. Fafard. Je ne vois pas comment vous pourriez remporter cette candidature comme pour une convention. Têtu comme je suis, alors je suis retourné à Rimouski, j'ai regardé avec mes organisateurs, on ne s'occupe pas de ça, on y va pareil. Et là, c'est une erreur. Une erreur. Il faut toujours faire quelque chose pour réussir. Ouais. Alors, c'est une tentative, et ça a été un désastre parce qu'il y avait, je pense, 1000 personnes dans la salle. Mon opposant, M. Fafard, a passé comme une balle avec peut-être 600 voix de majorité, de majorité plus ou moins. Alors moi, je suis retourné à la maison, la tête entre les deux jambes un peu, puis mon épouse me dit, ben là, je pense que ce serait temps que tu penses à te retirer de la politique ou à ne pas faire de la politique. Ça n'a pas poigné, là. Vous êtes retourné en 80, oui. 85, et vous êtes devenu le candidat libéral de Rimouski. Ben voilà. Oui. Mais si j'ai bien compris, vos appuis n'étaient pas unanimes. Et il me semble que pendant toute votre carrière politique, vos adversaires étaient plutôt d'autres libéraux. Est-ce que je me trompe? Oui. L'organisation qui était contre moi prétendait que j'étais plutôt un conservateur qu'un libéral. Alors, oui, parce que je venais de Charlevoix.
Il savait un peu mon obédience de dire dans Charlevoix avec Maurice Duplessis dans le temps, John Diefenbaker. Moi, j'avais voté pour Martial Ashland. On dirait que tout se sait dans ce bon monde. Ah oui. Alors, j'avais une espèce de réputation d'étant plutôt un conservateur qu'un libéral. Et en même temps, ou encore pas une union nationale. Et j'avais à lutter contre cela. Et on me faisait nécessairement un mauvais parti parce qu'on disait, encore, lorsque je n'étais pas un vrai Rimouskois, je n'étais pas un vrai libéral. Alors, je devais lutter, finalement, à l'intérieur de mon parti pour leur faire la démonstration. Non, non, je suis un libéral. Depuis que je suis arrivé à Rimouski, moi, j'ai voté pour Albert Dionne dans le temps, qui était candidat du Parti libéral, en 1961 ou 62, je me rappelle. Alors, je dis, j'ai toujours voté libéral. Et là, vous savez ce que c'est, les batailles entre partisans du même groupe. Mais envers et contre tous, j'ai passé pareil. Alors, j'ai passé à la Convention avec 60 de majorité, très faible. Et on m'avait dit que les chances de remporter le comté de Rimouski n'existaient pas, alors que c'était finalement Alain Marcoux, le député du Parti québécois, qui allait passer. Alors, ça, c'était le 28 octobre. Alors, le 28 octobre, la Convention est tenue et l'élection est déclarée pour le 2 décembre. Alors, moi, ça ne me donne pas grand temps pour convaincre les citoyens à voter pour moi. Tout est-il pour arriver au résultat final que j'ai battu Alain Marcoux par plus ou moins 250 de majorité, malgré tous les inconvénients. Mais il faut dire aussi qu'il y avait une vague terrible, là. Il faut être honnête avec ça. En 85, oui. Oui, ah, absolument. Oui. Et quand on arrive dans un caucus de 99 députés, qu'est-ce qu'on fait pour se faire remarquer? Bien, au début, dans mon cas, à moi, j'étais très content parce que j'avais passé toutes les étapes. Moi, c'était toute une série d'étapes que j'ai franchies. Alors, quand je suis élu député, vous comprendrez la satisfaction que j'ai. Maintenant, il s'agit d'avoir les dossiers de mon comté, puis travailler comment est-ce qu'on peut intervenir pour régler les dossiers qu'on a mis de l'avant et qu'on s'est fait élire sur ce qu'on a défendu, finalement. Alors, très heureux d'être élu, malgré aussi la non-volonté de l'organisateur en chef du coin, qui était Marc-Yvan Côté. Marc-Yvan m'avait défendu de placer dans mon programme le prolongement de l'autoroute 20 vers l'Est, parce qu'il ne voulait pas. Alors moi, comme simple député, j'ai dit, on ne s'occupe pas de ça. C'est pas lui qui va nous dire quoi faire. Ce qu'on a besoin, je sais très bien les besoins de notre comté. L'autoroute arrêtait à Kakuna. Nous voulions l'avoir jusqu'à Montjoli. Alors, je place ce désir d'avoir l'autoroute 20 jusqu'à Montjoli. Et dans mon programme, et Marc-Yvan Côté, évidemment, ne m'a pas aimé. Et c'est là qu'a commencé une petite bataille avec Marc-Yvan pour le développement de cette autoroute vers l'Est. Mais j'ai déjà entendu dire que vous avez gagné en 85 peut-être à cause de votre défense de l'autoroute. Est-ce que c'est possible? Oui. Oui, parce que le besoin est essentiel. Le besoin était identifié dans la population. Et c'est à cause de ça, évidemment. C'était le projet moteur majeur de ma campagne électorale. Et j'avais aussi rencontré M. Bourassa après mon élection. Et il était conscient du travail que j'avais fait. Et M. Bourassa, sans me le dire directement, indirectement, m'a dit, M. Tremblay, nous allons s'occuper de votre programme, plus ou moins. Alors, moi, j'étais satisfait de ça. Et Marc-Yvan, nécessairement, ne regardait pas de cette manière-là ce projet-là. Mais finalement, il est obligé d'accepter au fil des années. En 1988, entre autres, il a donné l'aval à ce projet-là, avec un tronçon Bic-Montjoli, qui était déjà dans la programmation. Réélu en 89, vous avez terminé votre mandat comme vice-président de l'Assemblée nationale. Et je me demande, qu'est-ce qu'on ressent pour la première fois quand on prend le siège du président, on s'adresse à tout le monde?
Ah, ça, évidemment, c'est un moment que tu ne peux pas oublier, évidemment. Et ça prend un peu de courage pour monter sur le siège de président. Et je me rappelle trop bien, il y avait une hésitation. Et mon collègue Roger Lefebvre était derrière moi. Puis là, finalement, une petite poussée, vas-y, Michel. Alors, finalement, mais après que tu es assis sur le siège du président, bien, il faut bien que tu présides. Alors, c'est un président. Alors, et comme j'étais habitué un peu président des commissions, président de différentes commissions, alors, on a un peu ce rôle-là qu'on a joué. Alors là, après ça, bien, il s'agit de regarder comment ça procède, et ainsi de suite. Alors, il s'agit de donner le temps de parole un peu à tous les citoyens et les citoyennes, c'est-à-dire à tous les députés qui sont là, et de les nommer par leur nom et de leur donner le droit de parole, si je peux m'exprimer ainsi. Il ne faut pas que tu fasses trop d'erreurs. Parce que, moi, je me rappelle d'un événement qui s'est produit dans mon cas. Il faut nommer les députés par leur comté. Alors, toujours est-il que le prochain député qui doit prendre la parole, c'est la députée de Terrebonne. Alors, moi, je me lève et je donne la parole à Madame la députée de Terre-Neuve. Au lieu de Terrebonne, c'est Terre-Neuve. Alors, il faut te montrer comment à l'Assemblée nationale. Alors, là, je suis pris avec ça. Et c'est un peu une petite erreur que j'ai faite en passant, mais finalement, les gens sont assez sympathiques, ils pardonnent de toutes ces erreurs-là. Mais par la suite, j'étais beaucoup plus prudent pour assumer ma tâche avec responsabilité. J'ai trouvé que l'événement était cocasse, finalement. Merci beaucoup, M. Tremblay. Très plaisir. À la prochaine. Très bien.